pour l'heure, nous allons évoquer d'abord une grande figure en présence de l'auteur, et puis aussi d'autres figures en conclusion. Alors, sachez que Gilbert Sinoué, qui est auteur de 12 portraits de femmes, n'est pas parmi nous parce qu'il a subi une intervention chirurgicale. C'est pas trop grave, je vous rassure. Et donc, on a Dima, qui est à ma gauche. Bonjour. Voilà, vous pouvez saluer, qui est l'auteur de ce bouquin magnifique que je vous recommande chaudement. Alors, j'ai l'ami Maïssa Issa, qui est journaliste, RMC Doualia. Elle sévit un peu partout, on se connaît depuis très longtemps. Abdou, qui vient d'être nommé inspecteur... Des grandes dames d'Orient. C'est pas un flic, hein. C'est dans l'enseignement. Alors, il est là justement pour nous parler d'un travail qu'il a effectué en milieu scolaire autour des grandes dames d'Orient également. Et puis, Racha Salah, qui va évoquer plutôt notre époque. Donc, ce sera ça un peu notre conclusion. J'entends par là, quid aujourd'hui des femmes d'Orient, justement. Et je crois que c'est important de conclure. On ne conclut jamais définitivement, mais d'aboutir sur ce point. Alors, donc, honneur d'abord à Dima. Donc, je vous ai montré le bouquin, La Sultane du Caire, bien écrit. Quelqu'un qui est né à Beyrouth, a vécu en Syrie et s'est établi au Maroc, à Casa, plus exactement, et qui mène de front 3 activités, si je ne me trompe pas. Ah bon? C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Ah oui. Parce qu'elle cherche d'actions d'entreprise, c'est ça? Des actions d'entreprise? Oui, là, je me suis consacrée plutôt à l'écriture, mais c'est vrai qu'à l'origine, j'ai un diplôme en pharmacie et un master en affaires. Mais l'écriture, enfin la littérature, a toujours été ma passion. Et du coup, maintenant que j'ai le temps, j'y m'y consacre. Et c'était vraiment l'aboutissement d'un rêve. Et l'autre projet très important, c'est bien mes 4 enfants. Voilà. Et 3e point, donc c'est l'écriture qu'elle absorbe également. Donc on revient à ce magnifique bouquin qui est préfacé par quelqu'un que je connais bien. Fouad Laoui, oui. Voilà, qui est lui-même un grand écrivain marocain qui a été récompensé par plusieurs prix d'ailleurs. J'aime bien aussi son écriture. Alors donc Dima, parle-nous de cette magnifique femme qui est l'unique sultane référencée. Oui, dans l'histoire arabo-musulmane, absolument. Donc moi, je suis née au Liban, mais je suis syrienne. Et donc, mon enfance et mon adolescence, je l'ai passée en Syrie. Et à l'époque aussi, où on mettait beaucoup en avant les grandes figures arabes et l'histoire, donc on était en plein basse et panarabisme. Et donc, on entendait beaucoup parler de cette femme extraordinaire qui s'appelait Shajarat ad-Dor. Donc, Shajara, ça veut dire arbre, et Dor, ça veut dire les perles ou les pierres précieuses. Donc, elle s'appelait arbre de pierres précieuses. Donc, même son nom est toute une histoire, et c'est le nom que son mari lui a donné parce que cette femme, elle était connue pour être belle, intelligente, astucieuse, fin stratège. Et du coup, son mari trouvait qu'elle n'était pas seulement une perle, mais un arbre de perles. Et ainsi, on voit que ce n'est pas seulement une figure historique, mais il y a une histoire d'amour dans le roman.
Elle a attiré mon attention parce que elle a même suscité toutes sortes de réactions chez moi quand j'avais 14-15 ans et j'ai lu son histoire. Parce qu'on vivait dans une époque où on disait que les femmes ne pouvaient pas gouverner, les femmes n'avaient pas de rôle dans la sphère publique et proche du pouvoir. Et hop, on a l'histoire de Shajarat ad-Dar, qui est quand même une femme qui a réalisé, entre guillemets, l'impossible au XIIIe siècle, en plein... entre les Ayyoubides et les Mamelouks, elle devient sultane. Elle a avec les mêmes attributs que les hommes. Donc, le khutbah du vendredi a son nom et le monnaie frappé a son nom. Donc, elle a vraiment cassé ou même détruit le mur du harem et a sorti l'influence des femmes du harem, où elle influençait la cour des événements à travers les hommes. Et elle a gouverné en public. Elle n'a pas eu peur donc de gouverner une nation aussi importante que l'Égypte. Et donc, elle a même été élue par les hommes après avoir sauvé la nation et remporté une victoire contre les armées des croisés de Saint-Louis. Donc, elle est quand même, son histoire est liée à l'histoire de France. Le roi Saint-Louis. Oui, Louis IX. Il était arrivé en 7e croisade, il a décidé d'attaquer l'Égypte au lieu d'aller directement à Jérusalem. Et à l'époque, donc Shajarat ad-Dar, c'est là où elle a eu son heure de gloire. Son mari, qui était le Saleh Ayoub, qui est un des derniers sultans ayyoubides, donc les descendants de Saladin, était malade. Et il meurt en pleine bataille. Qu'est-ce qui se passe quand un chef de guerre meurt? On risque la débandade et la défaite. Elle a eu cette idée extraordinaire et tout le monde lui est reconnaissant sur ça. C'est pour ça qu'elle est restée donc, dans les annales de l'histoire. C'est qu'elle a caché la mort de son mari. C'est elle qui a eu l'idée. Elle avait sa confiance. Bon, il y a toute une histoire d'amour. Elle était sa conseillère pour gouverner l'Égypte. Et donc, elle a assumé tout naturellement son histoire, le rôle du chef. Et donc, bien sûr, il y a eu des années qui lui ont préparé à ce moment fatidique où elle a caché la mort de son mari, elle a gardé l'unité de la nation et elle a mené l'armée égyptienne avec le corps d'élite qui sont les Mamelouks. Donc, ça, c'est aussi une autre histoire importante. Et les Mamelouks, c'est comme la garde prétorienne donc, du sultan, qui est la corps d'élite. Et ils ont vaincu l'armée de Saint-Louis. Et ils ont, ainsi, après, il y a une vacance de pouvoir. Donc le sultan est mort, son fils est mort. Et ces Mamelouks ont élu Shajarat ad-Dar comme sultane, donc avec tous les attributs comme n'importe quel homme. Parce qu'il faut savoir que les femmes ont toujours eu de l'influence, mais à travers les hommes, en tant que régente ou épouse ou sultane-mère. Mais cette fois, c'est vraiment, cette femme a gouverné seule et elle a été un pont de transition entre deux dynasties importantes, donc les descendants de Saladin. Et après, il y a eu l'époque des Mamelouks. Les Mamelouks, ça veut dire chose ou personne possédée. Et c'était les esclaves blancs qui venaient d'Europe, qui venaient en grand nombre, et que les Arabes, les sultans à l'époque, les mettaient dans des écoles religieuses et militaires, et on faisait donc des soldats et le corps d'élite de leur armée. Ce qui les rapproche concernant l'Empire ottoman, ce qu'on appelle les janissaires. Oui. C'est un peu le même système à l'époque qui était utilisé. C'était des captifs chrétiens, d'ailleurs, souvent, qui étaient transformés en redoutables combattants. Guerriers, oui. Voilà, une sorte de garde républicaine, parce qu'après, cette tradition sera perpétuée. Absolument, le parallèle existe jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que comme les Arabes sont, en fin de compte, on parle du monde arabe, mais les Arabes sont un peu nombreux. Après, c'est tout ce monde conquis où il y avait plein de peuples d'origines différentes. Et pour conquérir ce monde-là, les Arabes avaient besoin
d'importer sous ces hommes d'autres pays. Et c'est comme ça que cette tradition a commencé. Et on dit quand même, à l'époque, donc dans le 10e, 11e et 12e et même 13e siècle, les paysans des steppes de Nord vendaient les enfants. Parce qu'il faut savoir que oui, on parle d'esclavage, il ne faut pas le voir avec les yeux d'aujourd'hui. Ces jeunes garçons et ces jeunes filles qui atterrissaient donc dans ces réseaux avaient, bon, bien sûr, c'est l'esclavage, mais ils avaient aussi l'opportunité qu'ils n'auraient pas eu en restant dans leur village, parce que dans ce monde, il y avait une sorte de méritocratie, parce que Shajarat Tadr a commencé sa vie comme esclave. Et elle a eu, et en tant qu'esclave, elle a eu une chance que les femmes libres n'avaient pas à l'époque. Elle a eu une éducation qui nous explique aussi, avec son intelligence, le parcours qu'elle a eu. Mais elle a vraiment eu une éducation très poussée, aussi poussée que ce que les garçons, à l'époque, avaient accès, parce que ça fait partie de raffinement de l'époque. Les sultans et les grands émirs ne voulaient pas juste des femmes belles pour mettre dans leur harem, mais ils voulaient aussi des femmes avec lesquelles ils pouvaient parler, disserter, et donc qui pouvaient chanter, danser, décliner des poèmes. Et donc, Shajarat Tadr, dans mon roman, moi j'imaginais que le marchand d'esclaves a vraiment investi dans son éducation, qui lui a permis de la vendre beaucoup plus cher au calife. Et donc, ainsi, elle a eu accès à l'éducation. Et les garçons qui venaient aussi avec les marchands d'esclaves rentraient dans les écoles politiques et religieuses et militaires, et après avaient accès à des fonctions de l'État, parce qu'on leur faisait confiance. Comme c'est des enfants qu'on a arrachés de leur tribu, de leur famille, leur loyauté était acquise à leur maître. Et ainsi, ils les mettaient dans des positions clés. Et au bout de quelques centaines d'années, ils sont arrivés au pouvoir et ils ont gouverné donc l'Égypte et la Syrie pendant 300 ans avant l'arrivée des Ottomans. Et Shajarat ne serait-elle pas un peu une sorte de Scheherazade, mais avec le pouvoir en plus? Oui, on dit qu'elle a inspiré les Mille et une nuits un peu par sa beauté, par son intelligence, parce qu'elle était astucieuse. Elle était connue pour avoir fait plein de choses pour aider son mari à arriver au pouvoir, parce que, à travers le roman, je mets en scène la vie des harems et toutes les intrigues qui ont lieu, les batailles entre femmes pour chacune voulait avancer son fils ou avoir influence. Donc les harems étaient quand même des lieux d'intrigue, de rivalité et de jalousie qui pouvaient être très, 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 très violents. Oui, les intrigues de palais, on en connaît encore aujourd'hui, je vous rassure, même en France. Et justement, puisque je parle de la France, ce que l'on sait peu ou pas assez, c'est qu'au Moyen-Âge, il y avait un statut de la femme finalement pas si mal que ça. Beaucoup de gens ignorent ce fait. C'est curieux, à un moment charnière de l'histoire, les femmes avaient quand même un pouvoir autre que celui de la séduction, etc. Un peu les clichés convenus. Et à cette époque, pour Shajarat, parce que il y a les intrigues de palais, c'était pas une médecine ni quoi que ce soit, mais ça devait être dur quand même dans une société assez fermée à l'époque, où c'était plus ouvert justement aussi. Non, c'était bien sûr assez dur donc c'était que les meilleurs, les plus brillants qui oublient ou les plus sans scrupules qui réussissaient. Non, c'était à une époque très très violent et tout le monde presque a fini assassiné. Et les Mamelouks, après, donc Shajarat Tadr a eu une ascension fulgurante. Avant elle et après elle, il n'y a pas eu une femme qui a gouverné de cette manière. Et d'ailleurs, elle a été combattue. Le calife a envoyé quand même une lettre très insultante aux Égyptiens pour leur dire comment ça se fait que vous avez élu une femme, est-ce qu'il n'y a pas d'homme? Et donc, au lieu, elle était vraiment une bête politique. Donc, au lieu de faire la guerre, elle a trouvé un homme. Elle s'est mariée avec lui. On l'a fait divorcer de sa femme. Là, on a une autre intrigue aussi dans l'histoire.
Et elle le prend comme ça, comme mari, elle le met comme façade, mais elle continue à gouverner. Donc finalement, cette femme, elle a gouverné 17 ans, 10 ans avec son premier mari, où vraiment, lui, il est tombé amoureux d'elle. Il s'est marié avec elle, alors qu'à l'époque, on ne se mariait pas avec les esclaves. Elle a eu un fils avec lui qui est mort jeune. Et là aussi, il y a un autre point de vue. Peut-être que si son fils aurait vécu, elle ne serait pas devenue Shajarat ad-Durr, la sultane du Caire, parce qu'elle serait régente le temps que son fils puisse régner. Et donc, après, elle a gouverné seule pendant 3 mois, où elle a vraiment eu le khutbah du vendredi à son nom, ce qui est énorme pour une femme. Et après 7 ans avec Aybak, le premier sultan mamelouk, qu'elle a amené, elle aurait pu choisir n'importe lequel de ses lieutenants. Mais on dit aussi qu'il y a une histoire d'amour passionnante. Et ça a fini dans la passion, dans la jalousie, quand lui, il a par contre voulu s'affranchir d'elle, de celle qui l'a fait, et de se marier avec une femme plus jeune. Et c'est là où elle décide de l'assassiner. Elle-même, elle finit assassinée. Et tous les sultans mamelouks qui sont venus après, presque ont fini leur vie assassinés. Donc c'était une époque très, très violente. Comme un peu partout. Alors, il y a une question que je me pose, Dima, c'est que elle s'est mariée avec quelqu'un qui appartient à la dynastie des Ayoubis. Oui. Et les Ayoubis sont des Kurdes. Oui, ils sont des Kurdes. Saladin était kurde, parce que des fois, il faut rappeler un peu, remettre les choses dans leur contexte historique. Longtemps. Et les Kurdes, Dieu sait que ça reste jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai été personnellement à Erbil, au Kurdistan. J'ai parcouru un peu le pays. Et je connais le Kurdistan aussi, côté turc. Pas côté iranien, j'ai jamais été. Mais c'est une société déjà où il y a où le statut de la femme, là aussi, il est assez évolué. Oui, même à l'époque de Saladin. Oui, je pense que aussi dans les sociétés en dehors de la ville, dans les villes, il y a les harems et les femmes peuvent avoir ce luxe de rester à la maison, mais à la campagne ou dans la vie nomade, forcément, les conditions font que la femme est plus libérée parce qu'elle doit travailler, elle doit aider dans les champs. Donc oui, ça aide. Et les hommes qui l'ont élue aussi sultane sont des hommes d'origine turque et d'Europe de l'Est. Et qui ont eu peut-être une éducation religieuse, mais aussi c'est des hommes qui sont venus avec d'autres idées, qui lui ont moins de préjudices, qui lui ont permis d'élire une femme, et surtout une femme qui a prouvé qu'elle est capable de gouverner, et que leur maître à tous, donc à Saleh Ayoub, qui était le maître de Shajarat ad-Durr et tous ces hommes, dont 4 sont devenus quand même sultans. Baybars, qui est très très connu, un de nos plus grands sultans dans l'histoire arabo-musulmane. Qalaoun, Aybak et Kotos. Et c'est eux qui ont chassé et les Mongols, donc, qui venaient de l'Est et qui ont fait tomber Bagdad, et ils ont fait sortir les derniers croisés donc, du monde arabe. C'est les Mamelouks. Donc c'est des Turcs aussi qui viennent d'un milieu rural où la femme avait un rôle plus important. Et garder la ligne, parce que quand on voit les tableaux de ces citadines de l'époque, avec les loukoums, bonjour la ligne. Et oui, c'est une réalité. Les femmes des campagnes, elles travaillaient, s'investissaient. Et donc, est-ce que Shajarat était guerrière, combattante ? Moi, je la vois comme ça, oui. Je la vois comme ça. Et les historiens ont rapporté que quand même pendant la bataille de Mansoura, donc c'était la bataille où son intervention, le fait qu'elle est descendue dans les rues et qu'elle a lancé ses Mamelouks contre l'armée de Saint-Louis. Ouais. Et il y avait à la tête des Mamelouks Baybars, donc un guerrier très, très, très fort et qui ont tué le frère de Saint-Louis, Robert d'Artois. Et on dit qu'elle était dans les rues en train d'encourager son armée. Donc
elle est guerrière. Alors peut-être qu'elle n'est pas tout le temps habillée en guerrière, mais c'est une femme qui a lutté toute sa vie, qui a gouverné d'une main de fer dans un gant de velours quand il le fallait. Et c'est elle qui a incité les Mamelouks à tuer l'oncle, le fils de son mari, et qui a créé l'opportunité pour qu'elle puisse gouverner. Saint-Louis d'ailleurs, à qui malheureusement le Maghreb ni l'Orient n'a porté bonheur. Il est mort en 1604, si mes souvenirs sont exacts, à Tunis, de la peste, dans un bateau. Je vais me tourner vers toi, Abdou, puisque tu as fait un travail, Gilbert n'étant pas là, parce que lui, il évoquait 12 femmes, dont la Kaïna, qui est une femme, qui fut une femme remarquable, qui était guerrière, elle, puisqu'elle était combattante, elle tenait l'épée, qui était aussi une reine adulée à l'époque, qui a mené le combat, mais de manière assez véhémente. Alors, parle-nous un peu, tu as évoqué un peu dans ce travail avec les élèves, ces grandes figures, qu'elles soient du Yémen, de Perse ou d'ailleurs. Effectivement, donc c'est un travail, d'abord pour situer un peu le travail que nous faisons avec les scolaires, hein, c'est chaque année en lien bien sûr avec le thème du festival, et depuis maintenant 12 ans, et chaque année on a participé avec une création artistique qui permet aux élèves d'être en phase avec justement à la fois le thème du festival, mais de se poser un certain nombre de questions auxquelles, j'allais dire, ils ne penseraient pas d'ordinaire. Donc pour cette année, les Dames d'Orient, donc dire aux élèves on va travailler sur les Dames d'Orient, pas forcément en lien avec le programme, pas forcément en lien avec ce qu'ils font comme activité à l'extérieur de l'établissement. Et du coup, ce que j'ai fait au départ, c'est que je leur ai suggéré un certain nombre de noms. Hein. Et après, bon, les élèves disent ok, on va faire des recherches, mais parce qu'il faut savoir que l'objectif, c'est de monter sur scène, c'est de jouer, c'est de théâtraliser tout ça. Donc au départ, c'est un peu flou pour eux. Mais ils prennent part au jeu, ils sont allés chercher justement, sur Internet surtout, hein, parce que pas le temps de faire des lectures longues. Et je leur ai proposé des noms un petit peu j'allais dire, de toutes les époques, hein. En partant de Wallada, la princesse Omayyade, avec son histoire d'amour avec Ibn Zaydoun, mais en passant par des femmes beaucoup plus récentes, Fadwa Touqan, Sahar Shaykh, Rada Samman, après on revenait vers la Kaïna, voilà. Donc c'est des allers-retours un petit peu entre les différentes périodes, voilà. Et pour théâtraliser tout ça, on n'a pas voulu tomber dans des lectures biographiques. Voilà. On a voulu qu'il y ait un échange entre les élèves pour raconter ces histoires. Et c'était marrant parce que Wallada échangeait avec Fadwa Touqan. Ça n'a rien à voir avec, en termes de période, quoi. Mais Wallada raconte toute son histoire d'amour pour Ibn Zaydoun et comment elle a été critiquée, voilà. Ibn Zaydoun qu'il rencontre d'ailleurs, à l'époque on appelait ça des compétitions poétiques, hein. Donc on se retrouvait pour échanger, pour lire des vers. Des joutes voilà, poétiques, voilà. Ouais. Et cet amour qui était quelque part interdit, donc elle le continue en cachette, hein, avec Ibn Zaydoun, malgré les critiques, et ainsi de suite. Et Fadwa Touqan qui lui répond, alors que c'est une période plus récente, hein, moi l'amour, je le laisse à mon centre de recherche que j'ai créé à Naplouse. Voilà, donc elle a impulsé quelque chose justement pour aller... Voilà. Donc pour revenir au travail scolaire, d'abord, je travaille avec des élèves en majorité issus de quartiers dits défavorisés, d'accord, où des fois l'accès à la culture ne se fait que par l'école, malheureusement. Il ne se fait pas par d'autres biais, par d'autres moyens. Donc c'est l'école, quelque part, qui... Voilà. Et en même temps, depuis maintenant la réforme du collège il y a quelques années, on a mis en place ce qu'on appelle des parcours. Il y en a 4 en tout, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parmi ces 4 parcours, il y en a un qui s'appelle parcours d'éducation à l'art et à la culture. D'accord ? Donc cette éducation à l'art et à la culture, bien sûr, elle se fait par l'école, mais normalement, elle devrait se faire aussi par d'autres moyens. En tout cas, voilà, donc ce que je fais avec mes élèves, c'est les amener à enrichir leur parcours d'éducation à l'art et à la culture. Et on
a fait une représentation hier à laquelle on a invité les élèves de plusieurs établissements. Et franchement, comment dire, c'est toujours difficile au départ hein, d'entamer ce genre de travail. Mais quand on voit le résultat d'élèves qui sont tous des apprentis acteurs, hein, ce ne sont pas des élèves qui ont l'habitude de faire du théâtre. Voilà. Ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est un travail qu'on fait en interétablissement. Donc il y a 3 collèges, il y a une classe par collège, d'accord, avec un thème central. Faute de moyens, on ne travaille pas ensemble toute l'année, c'est presque chacun travaille dans son coin, et après, en fin d'année, on essaye de présenter la création à laquelle on a... Voilà. Donc, je ne sais pas que dire de plus. Hein. Si vous avez des questions après, je répondrai volontiers. Voilà. Alors, je vais me tourner vers Maïssa, un petit mot sur tout ça. Ouais, ou un grand mot. J'avais envie. Pas un gros mot, hein, un gros mot. Bonjour. J'avais envie en fait de poser 2 questions. En fait, j'ai vraiment pas envie de dire des choses parce que moi-même, je n'ai pas participé de manière directe ni au livre ni à ce que vous avez fait. Mais par contre, ce que vous avez dit m'a incité à poser des questions. En fait, la première, je la pose à toi par rapport aux enfants et qui sont des collégiens. Le fait de proposer des noms et de personnages qu'ils ne connaissaient pas et leur propre interaction, en fait, leur propre réception de ces noms. Ils ont été curieux, ils ont été cherchés sur Internet, ils ont découvert. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme moment, peut-être, moi je suis curieuse de savoir comment un collégien, un jeune Français aujourd'hui, à qui on propose un nom comme Fadwa Touran ou à qui on parle de Dame d'Orient a pu réagir. Et ce qui me permettrait par la suite de reposer une question à toi, mais juste par rapport à eux, qu'est-ce que ça a représenté l'idée d'une Dame d'Orient? Nos jeunes, hein, j'allais dire collégiens ados, ils sont victimes, comme plusieurs jeunes de tous ces clichés hein, qu'on a sur la femme de façon générale et en particulier sur la femme arabe. Donc c'est sûr et certain que dire qu'il y a des femmes qui ont combattu pour l'émancipation de toutes les femmes, qui ont combattu pour la libération de la femme, ça ne leur vient pas d'entrer à l'esprit. Et après, on se rend compte que à travers toutes les époques, il y a eu des femmes justement qui ont sultanes ou des femmes qui ont fait la guerre, des femmes qui ont d'ailleurs derrière chaque homme, comme on dit, hein, il y a une femme, voilà. Et leur expliquer justement quel est ce rôle de cette femme qui a des fois en coulisses permet à un homme de devenir ce qu'il est devenu. En même temps, à travers la création, j'ai pas voulu non plus exclure les hommes. Vous voyez, dans la création artistique, par exemple scolaire, eh ben, de temps en temps, j'ai fait apparaître des hommes qui ont livré la même bataille pour les femmes. Quand Fadwa Touran échange avec Ouellada, eh bien, à un certain moment où Sahar Sheikh avec Rada Seman, eh bien, il y a Qassem Amin qui apparaît et qui va présenter ces 2 ouvrages évocateurs, La libération de la femme et La femme nouvelle. Donc, oui, des hommes aussi à l'époque sont battus. Voilà. Plus récemment, Tahar Haddad, le Tunisien, pareil. Et du coup, on aborde ce thème, la femme, de l'histoire de la femme, mais en même temps avec des hommes aussi qui ont... Voilà. Et pour revenir à ta question, il y a de la réticence au départ, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Voilà. Il y a de la réticence aussi parce que je travaille dans un collège à La Paillade, et vous connaissez peut-être La Paillade. Le collège dans lequel je travaille, les élèves sont en majorité issus des différentes vagues migratoires, notamment Maroc, Algérie, Tunisie. Et c'est toujours difficile de travailler des fois sur leur propre histoire et l'histoire de leur... voilà, c'est difficile. Mais à travers justement ce travail-là, on arrive à ce que notamment des élèves qui sont en difficulté, à ce qu'ils soient valorisés, à ce qu'ils se sentent utiles, à ce qu'ils se disent, oui, je peux aussi monter sur scène, et voilà ce que je peux donner. C'est un travail, voilà, je vais peut-être un petit peu dans tous les sens, mais c'est un travail à la fois pédagogique, éducatif, et j'allais dire un travail de culture, une culture d'engagement. Je m'engage et j'arrive à tel résultat, et je vais montrer aux autres que, attention, on n'est pas uniquement ce qu'on pense de nous. Voilà. Merci Abdou. Deuxième question pour Dima, donc.
D'accord, là-bas. Non, mais en fait, je participe d'une manière un petit peu, j'allais dire, impromptue et spontanée à cette table ronde, mais j'ai toujours été étonnée un peu de cette phrase que tu viens de se dire, en fait. Il y a toujours une femme derrière un homme. Quand j'étais petite, je me suis toujours demandé où elle était cachée, en fait. Parce que elle est où cette femme derrière l'homme? Voilà, je veux dire, elle est derrière lui, mais est-ce qu'elle est là? Ouais. Quand on est enfant, notre façon d'aborder les phrases, elle est toujours un peu perplexe. On imagine qu'elle va apparaître de quelque part. Et finalement, le temps passe et nous voilà dans une table ronde dédiée aux Dames d'Orient, avec un festival qui donne toute la thématique aux Dames d'Orient. Et me voilà encore une fois en train de me poser la même question, le comment et du pourquoi de la place qu'on accorde à la parfois, Dame d'Orient. Parfois, elle est invisible. Non, mais ce qui me pousse à... Oui, parfois, effectivement, mais c'est pour... Moi, je pense qu'on arrive à un moment dans notre histoire, peut-être d'hommes et de femmes, où on peut éventuellement commencer à poser les armes et à dire qu'un homme ou une femme sont côte à côte, comme des êtres humains qui marchent ensemble, qu'elle n'a pas besoin d'être derrière lui, ni devant lui, ni au-dessus, ni en dessous, mais qu'on marche ensemble. C'est-à-dire que dans le fond, ces histoires, que ce soit d'une sultane du Caire ou d'une Fadwa ou de toutes les femmes qui ont pu traverser horizontalement, verticalement l'espace masculin et qui ont fait des éclairs dans nos esprits, puisque c'est ça qui se passe, c'est qu'une femme parvient à... Et peut-être qu'aujourd'hui, on peut se dire... super, elle a fait ce que, j'allais dire n'importe qui peut faire, puisque c'est un être humain avant tout, et que moi je trouve que le masculin et le féminin se situent, le débat maintenant, à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire que finalement, quand le jour où un être humain va pouvoir réconcilier les deux parts à l'intérieur de lui, c'est-à-dire homme et femme à l'intérieur de homme ou femme, qu'une femme va pouvoir être aussi masculine que féminine en étant en paix, et inversement chez l'homme, que peut-être, et c'est ça mon point de vue, on peut commencer à marcher. Shajarat ad-Daur, elle a dû se cacher et mettre un homme devant elle pour pouvoir continuer à faire 7 ans de pouvoir. Tu as écrit ce livre, et c'est là ma question. Pourquoi as-tu eu envie d'écrire un livre sur Shajarat ad-Daur? Tu vois, à part le fait d'être avec elle à la télé pendant quand tu étais jeune, il y a quand même eu un déclic de cette femme. Absolument. Et donc pourquoi toi, qui appartiens à un autre siècle d'aujourd'hui, tu as envie de raconter son histoire à elle, quoi, en fait? Parce que je trouve que c'est extraordinaire qu'aujourd'hui on est encore obligé de dire il y a eu des femmes qui ont existé, donc qui ont un fait peu la même chose, c'est se dire exactement la même chose. Et puis fait... comme j'ai dit, donc j'ai commencé mon discours en disant en Syrie on parlait beaucoup d'elle, en Égypte elle est très connue. Je débarque en France, je débarque au Maroc, au Maghreb, et personne n'a entendu parler d'elle. Alors pour moi c'était extraordinaire. Moi j'adore l'histoire. C'est vrai que j'ai eu des études scientifiques, mais j'aime beaucoup l'histoire et je trouve qu'il est important de connaître notre histoire parce qu'on est dans la continuité de quelque chose. On n'est pas que dans le moment, juste l'instant aujourd'hui en disant « Ah, d'où vient ce phénomène ?» Et donc... Et je lisais beaucoup à l'époque et je me suis rendu compte que je connaissais plus l'histoire d'Éléonore d'Aquitaine, de Marie-Antoinette et puis toutes ces figures donc d'Europe et des États-Unis parce qu'il y a des gens qui écrivent dessus. C'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose. Et dans l'histoire, quand moi j'étais encore en Syrie, on mettait l'accent sur l'histoire donc arabo-musulman. Je n'ai pas vécu dans un vide historique de la présence des femmes. Donc les femmes étaient là, étaient poétesses, étaient guerrières, étaient non seulement derrière les hommes. Bon, il y a eu des époques où on a essayé jusqu'à aujourd'hui de garder la femme dans le sphère privée, dans les harems, mais elle a toujours eu un rôle, exactement. Et c'est pour ça, je me suis dit, il faut mettre en avant ce genre de personnage. Et je voulais commencer par Shajarat ad-Daur. Mon rêve, c'est donc en écrire sur plusieurs femmes donc, dans notre histoire. Et surtout à la manière d'un roman, donc un récit romanesque. Parce que tout le monde sait que les femmes ont eu un rôle, c'est pas possible. Sauf que après, dans l'imagination collective, comme il n'y a pas beaucoup d'histoires, pas beaucoup de récits, c'est comme si elle n'a rien fait. On a besoin encore aujourd'hui de dire aux jeunes « Ah, la femme a existé et elle a fait » et que les femmes qui luttent aujourd'hui, elles sont dans la continuité de toute une multitude de femmes qui ont toujours essayé de prouver leurs compétences, d'exister, d'exercer le pouvoir, la médecine, la poésie,
Et surtout, elles ont, maintenant on dit il n'y en a pas beaucoup, mais elles ont le mérite en fait de lutter contre beaucoup de facteurs dans leur environnement qui essayaient donc de les empêcher de faire. Et le déclic, en fait, c'était chez moi quand j'ai lu Sultan oublié de Fatima al-Mernissi, qui est quand même un philosophe, une femme de lettres très, très connue et combattante donc, marocaine. Dans ce livre, elle m'a rappelé Shajarat Dir et plein d'autres. Donc, et c'était il y a une douzaine d'années quand j'ai lu ça. Et elle dit que même elle, quand elle rencontrait les historiens, que ce soit européens, américains ou arabes, et leur parlait de leur projet, de parler des femmes qui ayant régné, elle lui disait mais de quoi tu parles? Il n'y a pas de reine dans le monde arabe, c'est des mille et une nuits, et ce n'est pas vrai. Et du coup, donc le récit, le fait de raconter compte beaucoup, parce qu'elle écrit texto que c'est le devoir de chaque femme arabe ou qui s'intéresse à cette époque d'écrire les histoires des femmes qui l'ont précédée et les romancer, et c'est une partie de plaisir pour les faire exister. Parce qu'en effet, on les oublie. Et je me suis rendu compte qu'on les a oubliés. Et ce n'est pas normal. Moi, je l'ai écrit un roman parce que c'est moi, j'aime beaucoup apprendre l'histoire comme ça. Mais juste le fait de savoir qu'elle a existé, ce qu'il a fait, ça suffit. Et donc, c'est pour ça, c'est une des motivations pourquoi j'ai écrit. Il y a un point commun entre ce que tu dis et ce que tu as dit aussi par rapport à la résilience et à la mémoire, finalement. Oui, parce que les jeunes qui peuvent se retrouver aussi à travers une filiation, comme tu dis, féminine, quoi, oui. En paix. C'est-à-dire, on raconte leur histoire, mais elles sont là, elles sont... Oui, oui, absolument, et de plusieurs points de vue. Et une autre pourquoi j'ai écrit aussi ce roman, parce qu'à chaque fois, on entend, elle a eu une mauvaise réputation à travers l'histoire parce qu'elle a voulu gouverner. Donc on l'a dit, voilà, elle est masculine. Et c'est là où je rebondis ce que tu as dit. En fait, aimer le pouvoir ou être forte, pourquoi on doit avoir des qualités ou des défauts féminines ou masculines? Non, on est tous des êtres humains. Après, on a nos parcours, nos compétences, et une femme peut gouverner comme un homme peut, je ne sais pas, faire de la danse. Donc, il ne faut pas, aujourd'hui, il faut avancer main dans la main, hommes et femmes. La femme ne peut pas arriver sans qu'il y ait des hommes qui croient en elle, et l'homme aussi, il ne peut pas arriver s'il n'est pas soutenu aussi par les femmes. C'est une histoire de complémentarité. Juste un mot, voilà, je suis tout à fait d'accord sur ce que tu viens de dire. Hein. Juste pour compléter mon propos tout à l'heure, justement, moi j'ai tenu à ce que, lors de toute la mise en scène, j'ai tenu à ce qu'on ne parle pas qu'au passé. Voilà. Et qu'on ne tombe pas dans ça existait, ça n'existe plus. D'ailleurs, mon spectacle finit par Fatima al-Mernissi. Hein. C'est elle qui boucle, c'est elle qui conclut. Hein. Elle est décédée il n'y a pas longtemps, en 2015, je crois, hein, il y a deux ans. Et on finit par Fatima al-Mernissi avec tout ce qu'il a raconté sur le harem, justement, hein, et sur et comment, voilà. Et du coup, voilà, il y a eu cet aller-retour entre le passé et le présent, et que le combat continue, hein, qu'il n'y a pas de raison qu'on arrête de parler justement des femmes. Mais plus il y a du récit, plus ça devient quelque chose d'habituel et que normal, et elle a son rôle. Donc il faut qu'il multiplie les récits. Oui, parce que les préjugés, j'aime bien cette formule d'Einstein, Albert Einstein, qui disait qu'il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé. Malheureusement, c'est toujours d'actualité. Il y a une méconnaissance aussi totale du sujet. Et moi, j'aime la parité. Et même dans la critique ou les réflexions, c'est qu'il y a des préjugés de part et d'autre. Hein. Moi, je parle cash. Il n'y a pas d'un côté oui, ils ont des a priori, mais de l'autre côté aussi... Non, je parle de la méconnaissance sur certains sujets et aussi des préjugés d'un côté comme de l'autre. Pour ne citer qu'un exemple, autour des femmes, de légendes, lors d'une conférence, une série de conférences autour d'Oum Kalsoum que j'avais donné un peu partout en France, dans tous les quartiers dits sensibles, hein, si on veut être politiquement correct,
J'ai fait les quartiers nord d'Amiens, tiens, une ville qui me rappelle quelqu'un. Les Grésy à Dijon, j'ai fini par les connaître, la Méno à Strasbourg. Quand je parle d'Oum Kalsoum, alors d'abord je me fais allumer parce que je dis que il n'y a pas photo entre un homme et une femme, elle préfère une femme. Le saphisme, ça ne passe pas. Donc je me fais allumer par les Jones. Et puis, chose plus redoutable, j'aime à raconter cette anecdote qui est le reflet d'une époque où il y avait plus d'ouverture d'esprit quand même dans ce monde arabo-musulman. L'histoire de ce concert en Libye, d'Oum Kalsoum, qui était un de ses ultimes concerts, je crois que c'était peu avant sa mort, en 1975. Et quand elle a demandé au public, elle voyait qu'il y avait beaucoup de femmes voilées. Elle leur a dit « Je ne chante pas avant que vous retiriez vos voiles ». J'ai eu des petits jeunes scandalisés, ils me disent « Mais monsieur, c'est vrai, elles ont retiré leur voile sur l'injonction d'Oum Kalsoum ». J'ai dit « Oui ». Mais je leur ai dit, à l'époque, il y avait quand même une ouverture d'esprit, ils n'étaient pas trop endoctrinés par rapport à aujourd'hui pour avoir cette résolution des choses qui ont été accomplies qu'on ne voit plus. Je ne retombe pas dans nostalgie quand tu nous tiens, loin de moi cette idée. Voilà, si tu veux rajouter quelque chose, parce que Racha, elle a le droit à la parole, elle est patiente. Racha. Bon, non, c'est... Moi, et puis j'ai le spectacle Nouba de femmes, hein, les filles, ouais, ça va. Vas-y, si tu... tu n'as plus rien à déclarer. Ok. Ben, Racha, toi qui voulais... En fait, moi, je ne voulais pas intervenir parce que je ne voulais pas casser ce moment qui a l'air très poétique sur les femmes d'Orient. En fait, j'avoue que quand on m'a parlé de cette table ronde, les dames d'Orient, j'avais un peu du mal à imaginer comment ça va se dérouler, de quoi on va parler, parce que pour moi, c'est vrai qu'il y a quelque chose de un peu nostalgique et poétique. J'admire la démarche de Dima et de Abdul, parce que c'est magnifique de pouvoir ressortir des histoires et que c'est vrai que les gens ont besoin d'entendre et de savoir que ça a existé. Sauf que moi, j'ai du mal, mais bon, moi, je suis encore dans l'Orient. Donc, j'ai du mal à juste penser aux dames d'Orient. Pour moi, il y a les dames d'Orient, les hommes d'Orient, il y a les femmes, les hommes, etc., comme a dit Maïssa. Et puis, je suis beaucoup plus, c'est vrai, je ne suis pas assez nostalgique. Je suis plus dans l'actualité et pour moi, et je n'ai pas envie de vous casser cette image qui est très belle de cette époque, des dames et hommes d'Orient. Déjà, Orient, aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est réellement. Bon, c'est un terme générique, ça je suis d'accord oui, avec toi, ça ne recouvre rien pour du moi, tout, c'est un peu là, dans l'actualité de ce qui se passe dans la région. C'est très poétique, c'est un peu trop poétique pour moi. Je pense aujourd'hui aux dames, si on veut parler dames, absolument. Les dames palestiniennes avec leurs fils qui font grève de faim depuis 34 jours. Je pense aux dames syriennes qui voient leur pays se découper et leurs enfants immigrés et meurtris par tout ce qui se passe, l'intervention internationale et toutes les armes qu'on essaye dans notre région. Je vois les dames d'Algérie pleurer encore les 10 années noires de l'Algérie qui ont une blessure qui ne se referme pas. Encore ce matin, on en parlait. Je vois les dames des Marocains, des jeunes Marocains qui se dirigent vers la drogue et la prostitution parce que tellement la situation elle est économiquement, politiquement terrible. Je ne veux pas faire un tableau très dramatique, mais pour moi, aujourd'hui, les dames d'Orient, c'est malheureusement les dames qui doivent résister pour continuer, enfin pour que leur société continue à exister. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est les plus grandes dames, honnêtement. Donc, c'est des jeunes femmes qui se battent au quotidien. Aujourd'hui, ici, quand je viens parfois en France, j'ai l'impression d'être dans une autre planète quand on parle encore du voile, le port du voile, on a le droit, on n'a pas le droit.
waouh, et je me sens un millier d'étoiles de ce monde-là, parce qu'aujourd'hui, le combat en Orient, si on parle d'Orient, il est vraiment pas là, et que le combat qu'on appelle Daesh ou religieux n'est qu'un combat politique, après tout, d'oppresseurs et d'opprimés. Donc, je suis désolée d'avoir ce tableau très noir, mais les vraies dames d'Orient, pour moi, elles sont actuelles aujourd'hui. Elles font qu'on existe encore en tant que société. Elles font que nos pays ne sont pas encore rayés de la carte. Quand aujourd'hui, on continue à voir des gens résister pour que la Palestine s'appelle Palestine et non pas Israël, c'est que les dames de Palestine ont réussi à éduquer des enfants qui croient encore en la justice de la cause. Pareil pour la Syrie, Liban, Irak, et malheureusement, la liste est longue. Donc, pour moi, effectivement, les dames d'Orient, les grandes dames d'Orient, elles sont sûrement, d'une façon ou d'une autre, influencées par une histoire, mais elles sont actuelles aujourd'hui et elles sont vraiment grandes dames. Mais je suis d'accord. Mais je parlais tout à l'heure de préjugés, il est utile aussi d'éclairer les gens sur ce passé. Sinon, comment on va construire cet avenir, ce présent? Parce que quand on voit aujourd'hui une génération qui est nourrie de préjugés, et génération, quand je dis, c'est au pluriel, je dis de part et d'autre. Hein, c'est match nul, balle au centre, comme on dit en sport. Je suis très consciente qu'il faut qu'il y ait ces deux balances. Il y a le rappel de ce qui a existé pour que nos générations aussi, nos enfants ont besoin de savoir que ces grands humains ont existé, dames ou hommes. Mais il y a aussi le fait que la nostalgie, elle est bien, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des femmes extraordinaires aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette balance, elle est importante. C'est important, Dima, que j'aimerais bien que tu montres la bande dessinée que tu as faite, parce que ça, c'est vraiment important, que des nouvelles générations connaissent l'histoire. Voilà, c'est une œuvre plus qu'utile, celle-là, parce que c'est vrai, c'est ce qui marche. Moi, mes enfants, ils se nourrissent de mangas. Hein. C'est un livre illustré J'ai un peu de sur l'histoire. mal, mais quand il y a des trucs historiques comme ça, même les mangas s'y mettent maintenant. Oui, parce que ça fait connaître. Ça passe mieux, et puis le message passe mieux, c'est important. C'est plus facile à lire dans l'époque aujourd'hui où on n'a pas beaucoup de temps pour lire un roman de 350 pages. Aussi pour que les enfants d'aujourd'hui connaissent l'histoire, parce qu'on a des générations, que ce soit en Orient ou des enfants issus de l'immigration, qui, bien sûr, ils doivent connaître l'histoire du monde occidentalisé avec les vainqueurs d'aujourd'hui, mais il faut qu'ils connaissent d'où il vient, l'histoire, et effectivement que la lutte des dames d'aujourd'hui est dans la continuité des luttes des dames avant, et surtout qu'on a un combat décisif, comme elle a dit Racha, et parce que ce qui se passe en Orient aussi, où si on compte sur les femmes et on avance leurs droits, on peut arriver à des solutions plus rapides, mais si on laisse les Daesh et compagnie donc imposer leurs lois, les droits des femmes, la lutte des femmes peut revenir 100 ans en arrière. Il y a quelque chose de décisif qui se passe aujourd'hui. Par contre, moi, je pense que la solution est si on laisse les femmes plus rentrer dans le processus donc pour trouver une solution, pour trouver la paix, parce que les femmes en plus, elles sont pas moins combatives, mais elles ont été élevées pour donc préserver les foyers, préserver les enfants, vouloir que les enfants restent à l'école, qu'on puisse les éduquer. Donc c'est elles qui luttent aujourd'hui dans les associations pour éduquer les enfants, pour les faire nourrir, pour les sauver. Donc donc il y a absolument un combat décisif qui peut ou nous ramener en avant, ou on peut perdre tous les droits qu'on a acquis jusqu'à aujourd'hui dans cette région. Oui, je pense à la phrase de Simone de Beauvoir quand tu parles. Tu dis ça, je pense, on ne naît pas femme, on le devient. Oui. Et ça s'applique. Et là, j'ai peut-être envie juste de rajouter une chose sur la filiation féminine. On parle souvent homme, femme. Je suis d'accord avec Racha sur le fait que les femmes aujourd'hui, les jeunes femmes aujourd'hui, ne se regardent pas nostalgiquement. C'est-à-dire, quand une femme, par exemple, on parlera musique demain, mais il y a une jeune femme qui a créé une boîte de production, et moi, tout naïvement, j'ai placé une question comme on peut placer
qu'est-ce que tu te sens, comment tu te sens parce que tu as fait ça, parce que tu es une femme. Et elle m'a regardée comme ça, elle me dit alors, bon, j'ai fait une boîte de prod, voilà, c'est... Enfin, pour elle, et elle m'a renvoyé ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a tout un passé que les jeunes femmes aujourd'hui ont envie de mettre derrière elles pour juste continuer à faire ce qu'elles ont à faire, mais elles se et c'est la censure qui est terrible. Des fois, la plus grande censure, elle ne vient pas forcément de l'extérieur, elle ne vient pas d'une Daesh ou d'un père ou d'un frère. La plus grande censure, pour moi, réellement, des fois, c'est l'autocensure et la censure entre femmes. Oui, c'est-à-dire quand une femme, on revient à l'éducation, quand une femme empêche une autre femme, par principe et par éducation, parce qu'elle a été élevée, enfin la filiation, la fameuse, d'aller vers ce qu'elle est. Elle ne le fait pas forcément avec des mauvaises intentions, et parce qu'on lui a appris que c'est comme ça. Et il y a ces autres femmes qui ont compris, non, qu'on peut faire tout ce qu'on veut tant qu'on a les compétences, le savoir-faire et l'éducation, et qu'on ne doit pas être limité par voilà, cette autocensure et les barrières que la société traditionnelle nous a imposé ou nous a cru que ce qui fait une femme, c'est ça. Mais au sein des dames d'Orient ou des femmes d'Orient, il y a aussi cette lutte de ces femmes qui veulent aller vers l'avant et les femmes qui veulent se voir gardiennes des traditions. Mais ça, c'est quand on enlève les enfants. Oui, mais il ne s'agit pas de cultiver justement le passisme, parce que je reviens en France, on prend le cas Jeanne d'Arc. Tout le monde essaie de se réapproprier cette figure. D'ailleurs, soit dit entre parenthèses, je ne sais pas si je vous donne un scoop ou peut-être que vous le savez, mais on ne le met pas assez en évidence. Aux côtés de Jeanne d'Arc, tiens, il y avait un homme, un basané, qui était Bertrand du Guesclin, qui était d'origine berbère, abandonné par son grand-père Hakim, par des circonstances guerrières de l'histoire, et qui est le seul personnage en France à avoir eu 4 parties de son corps enterrées dans... C'était la mode à l'époque, on enterrait des 4 parties du corps du roi. C'est 3 pour tout le monde, sauf lui, c'était 4. Mais ça, personne ne le mentionne, parce que en plus, ça risque de fâcher, par exemple, MLP. Mais bon, passons. Je dis ça, je dis rien, comme on dit. Alors, je rappelle que Dima, tu vas dédicacer ton ouvrage. Ça se passe à l'espace librairie. Et là, si vous le permettez, mesdames et messieurs, je vous passe la parole, parce que vous avez sûrement des questions. Ou je me trompe? Abdou, tu peux. J'ai évoqué le Kurdistan tout à l'heure. Non, j'avais dit que au Kurdistan, parce qu'on parlait de la dynastie des Saladins, qui était kurde, que déjà... Du combat des femmes kurdes. Oui, moi, je parle du combat des femmes kurdes au Rojava. Oui, tout à fait. Voilà. Je pensais que vous alliez peut-être aussi en parler, puisque c'est les femmes actuelles, des grandes dames d'Orient aussi. C'était à Rachat de l'époque. Ça fait partie de la série des dames qui résistent aujourd'hui à leur manière, et les Kurdes en font partie, tout à fait. Même, ils font en très grande partie. Oui, les Kurdes, les Yazidis aussi, certaines ont pris les armes, oui. Donc, c'est ce qu'on dit, il y a tout un combat, on est en pleine époque de chaos, et on va voir où est-ce que ça va nous mener. C'est vrai qu'au sein des Peshmerga, puisque c'est la dénomination de ces guerriers qui veut dire soldat, tout simplement, en kurde, c'est vrai, il y a des femmes remarquables. Et il y a une entente absolument incroyable qu'on ne voit pas toujours par ailleurs. Ça, je l'ai constaté depuis longtemps et je suis admiratif personnellement. Oui, voilà. Mais c'est ça aussi. Est-ce qu'on doit toujours trouver incroyable que les femmes font, que les femmes luttent? Moi, je trouve qu'il est arrivé le temps qu'on dit que c'est normal. Ils luttent ensemble. Oui, mais ça dépasse parce qu'en fait, on se rend compte, c'est dans les pays où l'homme vit un combat, l'homme avec un grand H, où il y a des injustices,
Et c'est vrai que les droits des femmes reculent plus rapidement que les hommes. Par rapport à ça que je disais incroyable, c'est pas que ça me surprend. Hein? Connaissant la tradition guerrière du Kurdistan, ça ne me surprend pas. Quand je dis incroyable, c'était par rapport à certaines de nos sociétés, il faut le dire, où il y a une régression que malheureusement j'ai pu observer au fil de mes voyages, au fil de plein de choses. Et ça, c'est plus qu'alarmant, même s'il y a des signes positifs oui, mais dans les sociétés où il y a de l'injustice, où l'homme se trouve... C'est comme si on se défoule sur les femmes. Et quand on veut faire reculer les droits dans une société, on commence par les femmes. Et les enfants. Et les enfants, oui. Si je peux me permettre là-dessus, oui, c'est vachement, ça m'intéresse de rajouter juste les enfants par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, parce qu'on parle de Dames d'Orient, mais on parle de la nostalgie, de la mémoire, des femmes actuelles qui continuent à lutter, qui créent une autre, un visage moderne, pas réel, je veux dire même pas moderne, mais réel de la lutte des dames. Mais si on continue dans le mouvement j'allais dire de la filiation, on arrive à une chose cruciale, aux petites filles. À qui on raconte des histoires, aux petits garçons aussi. Et le récit de la transmission, la mémoire qui va d'une part, qui peut être orale entre parents et générations. En France, on connaît plusieurs générations qui continuent à raconter des histoires qu'on connaît qu'oralement parce qu'elles sont écrites nulle part. Mais aussi, on peut parler d'éducation, parce que tant qu'on n'a pas pris vraiment en charge l'éducation et de considérer comme prioritaire, d'éduquer, d'ouvrir réellement la porte à cette éducation ouverte et j'allais dire alternative, historiquement parlant aux enfants, parce qu'on n'apprend pas la même histoire dans les écoles partout dans le monde. Et tout cet aspect d'éducation, de porte d'histoire, en tout cas pour moi, dans la conversation, me paraît essentiel pour briser l'axe nostalgico, j'allais dire, Dames d'Orient, modernité. Continuer à vivre en étant informé, en fait, en étant libre de ses choix, quoi, en fait, et de sa mémoire. Tu poses un vrai problème, justement, qu'on constate. Il suffit de lire des manuels scolaires pour s'en convaincre, hein, sans aller trop loin. Quand tu vois les vieilles images du mec qui lit son journal et madame qui prépare le pot-au-feu, ou Dieu sait quoi, le garçon qui joue avec les petites bagnoles et la petite qui joue à la poupée, c'est une mauvaise image d'Épinal. Hein. C'est tout à fait ça, parce que quand je travaille avec les scolaires, mais il ne s'agit pas de nostalgie, il s'agit pas de il s'agit de transmission de connaissances et de savoir sur une histoire, sur un présent et aussi sur le futur. Voilà, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on travaille avec les scolaires sur ce genre de thème? C'est qu'on prépare aussi des citoyens de demain, hein, qui vont prendre part justement à tous les combats. Donc c'est vrai que il faut vraiment qu'on fasse la différence entre quand on est en phase d'adulte par rapport à un thème, et quand on est en phase d'adolescent, collégien, l'école ne leur donne pas forcément l'occasion d'aller sur ce genre de thème, ce genre de terrain. Voilà. Et du coup, pour moi, quand je travaille avec mes élèves, c'est la connaissance. C'est comment. Voilà. D'ailleurs, dans la plupart de mes travaux avec les élèves, je pars toujours de cette interrogation, parce qu'ils savent des choses. Mais la première interrogation, c'est ce que je sais, comment je l'ai appris, et ce que je ne sais pas et comment l'apprendre. Et c'est mon fil conducteur dans tout le travail que je fais avec les élèves. Voilà, c'est une question de connaissance. Merci Abdou. Oui. En revue de tout ce qui vient d'être dit, quid de la place des femmes dans l'enseignement de l'histoire, dans les pays maghrébins en particulier, quand on sait par exemple la lutte qui est menée en ce moment par les enseignants algériens, puisque le pouvoir algérien lance une attaque sans précédent sur l'enseignement des sciences humaines et d'histoire en particulier dans ce pays. Oui, c'est vrai que dans le cas algérien, il y a des luttes âpres effectivement qui se livrent. Déjà, l'histoire est falsifiée, pas seulement en Algérie, mais dans tout le Maghreb. À chaque fois, on parle de revoir l'histoire différemment de celle que l'on trouve dans les manuels. Moi, je me rappelle, notamment en Algérie, je suis né en Algérie, à l'époque,
Les manuels, c'était sidérant. L'histoire du pays commence avec la conquête de l'islam. C'est-à-dire, Saint-Augustin ne connaît pas, etc. Même si, depuis Saint-Augustin, par exemple, qui est un bougnoul, hein, j'aime bien ce mot de Paul Valéry. C'est le premier qui disait Saint-Augustin, ce bougnoul. Augustin, d'ailleurs, qui n'est pas un prénom chrétien, ça vient de Aroucht en berbère. Non, c'est Aroucht, c'est parce qu'il est Tagaste. Tagaste, c'est l'actuel Soukharas, à l'est de l'Algérie, à la frontière. Bon, et il était évêque d'Hippone, l'actuel Annaba. Dieu merci, l'Église est toujours préservée. Il y a eu un colloque international que récemment, c'est-à-dire on commence un peu à réhabiliter l'histoire dans nos pays, au Maroc aussi, à Abdou, même en Tunisie, ça commence, parce que la Tunisie aussi, on va dire, c'est un peuple homogène, arabophone, les autres n'existent pas. Non, même Hannibal va être oublié s'il le faut. C'est vrai que c'est un vrai problème qui touche pas que le Maghreb, hein, mais il touche plus le Maghreb, je trouve, que le Proche-Orient ou en Irak ou au Liban, où on sait ce qu'étaient les Phéniciens, les Sumériens et tout. Mais au Maghreb, c'était catastrophique. C'est récent, la réappropriation difficile, mais qui s'opère progressivement de l'histoire telle qu'elle fut, et non telle qu'elle devrait être aux yeux des dirigeants. Ça, c'est un véritable problème. Alors, comment voulez-vous que les mentalités évoluent? Les gens ne savent pas d'où ils viennent. Ça me rappelle le mot de Woody Allen, les fameuses questions existentielles, quoi. D'où je viens, où je vais, qui suis-je? Je viens de chez moi, je suis new-yorkais, je retourne chez moi. Bon, c'est vrai qu'il y a un travail pédagogique, mais qui est loin d'être fait pour que les gens soient réconciliés avec leur propre histoire. Parce que bien des gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'identité, c'est important. Quand on sait son identité, on est plus ouvert au monde. Et ça, beaucoup de gens l'ignorent. Donc on est enfermé un peu dans des termes génériques qui deviennent de plus en plus absurdes et qui contredisent les faits tous les jours que Dieu fait, même qu'il ne fait pas parfois. Et ça, c'est un véritable problème, effectivement. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Je commencerai par vous remercier pour vos éloquents propos qui nous ont fortement enrichis en connaissances. Et je voudrais dire aussi que lorsque nous parlons de dames, généralement, on est au courant de ce qui s'est passé en Angleterre, en Europe, etc. Parce que c'est vrai, c'est écrit sur la gouvernance de ces grandes reines, princesses, etc., d'Europe et d'ailleurs. Mais rien n'est écrit ou a été peut-être disparu sur les grandes dames d'Orient. Donc aujourd'hui, je suis très contente d'être ici parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris sur ces dames dont vous avez nommé, pardon. Et du coup, moi, je voulais savoir si vous pouviez nous éclairer un peu plus sur l'apport de El Kahina en Algérie, donc cette grande guerrière berbère, qui quand même était un rempart contre l'invasion arabe. Et je pense que oui, on doit se nourrir de ces grandes dames d'Orient, même si maintenant le combat des femmes est peut-être différent et pas de beaucoup, hein, mais il y a une conjoncture politique et sociopolitique qui est différente. Mais le fait qu'on cherche une affiliation, peut-être pas, on cherche seulement à connaître toutes ces dames, qu'elles soient d'Europe ou d'Orient ou d'ailleurs, parce qu'en tant que femmes, nous avons quand même un devoir de mémoire collective. C'est que les femmes ont apporté beaucoup dans l'histoire, ont apporté beaucoup dans la société. Donc on parle des dames d'Orient ou des dames d'ailleurs. C'est toujours très intéressant en tant que femme de savoir quelle a été leur place et leur importance dans le monde politique et de toute conjoncture en fait. J'ai eu l'immense chance et honneur de serrer la main de Nawal Saadawi. J'aurais aimé que vous en parliez un peu. Lorsqu'elle est venue à la fac d'Oran en 1979, parler aux étudiants, principalement aux étudiantes, mais elle a dit, moi je parle à tout sexe en fait, et elle a éveillé les consciences sur le problème de l'excision.
Et on a été enchantés de discuter avec elle. Et en fait, si elle n'était pas venue à Oran, on n'en aurait jamais entendu parler de cette excision. Parce qu'en Algérie, il faut le savoir, il y avait beaucoup de censure par rapport à tout ce qui était enseigné. Et bien sûr, comme j'ai fait toute ma scolarité là-bas, dans la scolarité, dans les livres manuels, donc je vous rejoins, Monsieur Mezouane, c'est qu'on parlait beaucoup d'hommes, de l'action de grands hommes, guerriers, etc., de poètes hommes, mais on ne nous a jamais parlé, par exemple, de Kahina et autres. Donc on a su par nous-mêmes, en nous documentant. Merci beaucoup. Merci. Bon, c'est vrai que Nawal, c'est une des premières féministes égyptiennes. J'ai lu son ouvrage à l'époque et qui a évoqué un sujet extrêmement tabou qui n'est pas propre au Maghreb, d'ailleurs, c'est plus en Égypte et dans certains pays du Sahel. C'est terrible. Tout le monde ignorait ce problème. Et grâce à elle, en grande partie, on a su... il y a l'infibulation aussi. C'est assez atroce. Donc, c'est vrai que il nous manque des gens, des personnalités de la force de Nawal qui étaient très courageuses, même si dans l'Égypte nassérienne, il y avait un peu plus de l'Est. C'était une dictature, mais sur certains sujets, parce que Nasser lui-même était contre le voile. Je ne vais pas vous raconter son anecdote savoureuse face à un frère musulman qui lui dit qu'il fallait... Voilà, c'est bien connu. Alors, pour la Kahina, parce que Gilbert aurait pu en parler, puisque dans ses 12 portraits, il y avait la Kahina. Bon, pour résumer un peu les choses, je ne vais pas raconter toute sa vie. C'est vrai que c'est l'exemple type d'une reine qui, à l'époque, en Afrique du Nord, il n'y en avait pas des masses, qui a pris... elle était de la tribu des Aoreba, dans les Aurès actuels, à l'est d'Algérie. C'était la fille d'un roi. Et c'est vrai que c'était une guerrière en plus. Elle combattait, elle philosophait aussi, parce que c'était quelqu'un qui avait du caractère. Et surtout, c'était une femme libre. Mais même au niveau de ses amours, elle ne se cachait pas, notamment avec le roi Kosseila, qui était roi de Tlemcen à l'époque, avec qui elle a fait alliance. Le roi Kosseila, c'est lui qui a tué d'ailleurs Uqba ibn Nafa à Naftal, une oasis du côté de la Tunisie. Bon, la Kahina, c'est un exemple, c'est vrai, qui aurait pu être livré déjà aux Maghrébins eux-mêmes, notamment aux Algériens, mais... c'est resté tabou, comme je parlais de Saint-Augustin aussi, il n'y avait pas que des femmes, mais aussi des hommes. C'est vrai que la réécriture de l'histoire, ça reste un long chemin.